Bonjour à tous, merci au comité d'organisation pour l'invitation. Donc, je vais vous parler effectivement de la prise en charge des SCA en 2023. Donc, aucun conflit d'intérêt. Donc, les SCA sont les urgences vitales, comme je vous le disais, avec une souffrance myocardique qui est plus ou moins profonde. Et on distingue sur l'électrocardiogramme des sus-décalage du segment ST ou des cas où il n'y a pas de sus-décalage du segment ST. Et la différence s'explique beaucoup par le pourcentage d'occlusion de l'artère, par de l'athérome coronaire et ou du thrombus intraluminal. Nous nous intéresserons dans un premier temps au SCA ST+, dont la définition se repose sur l'électrocardiogramme, en plus de la clinique bien sûr. Mais vous avez une qualification sur le CG, dit qualifiant, avec l'apparition d'un sus-ST dans les déviations périphériques ou précordiales, et ou la survenue d'un bloc de branche, gauche ou droit, de novo. Et puis vous avez une multitude d'électrocardiogrammes où vous avez des équivalents de ST+, qu'il faut connaître. Dès que vous avez posé le diagnostic de SCA ST+, la première question que vous allez vous poser, c'est quel traitement antithrombotique vous allez lui administrer parmi les antiagrégants plaquettaires, parmi les anticoagulants ou parmi la fibrinolyse. Et vous vous rendez compte qu'il y a d'emblée plusieurs dizaines de combinaisons possibles entre les antiagrégants plaquettaires, les anticoagulants et plus ou moins une stratégie de fibrinolyse. Qu'est-ce qu'on sait dans la prise en charge du SCA ST+? C'est que parmi les antiagrégants plaquettaires, que le prasugrel est supérieur au clopidogrel en termes de réduction du risque ischémique. Que le ticagrelor l'est aussi également, avec des adaptations posologiques, notamment pour le prasugrel. Le prasugrel a été comparé au ticagrelor, donc dans une étude qui a été publiée il y a 3 ans, qui avait montré une supériorité du prasugrel sur le ticagrelor dans une cohorte de 4000 patients qui avait inclus 40% de ST+. Et si on s'intéresse au sous-groupe des patients de SCA ST+, on se rend compte qu'il n'y avait pas de différence significative entre le ticagrelor et le prasugrel dans cette sous-population. Il existe des antiagrégants plaquettaires injectables, qu'on appelle le cangrelor, qui a été étudié en 3 études randomisées contre clopidogrel, et qui a montré un bénéfice en termes de réduction du risque ischémique, avec une majoration du risque hémorragique. Et il y a 3 écueils à ce traitement, c'est qu'il est cher, pas toujours très disponible, qui n'a pas été évalué surtout contre les nouveaux traitements antiagrégants ticagrelor et prasugrel, et qu'il a inclus moins de 20% de SCA ST+, dans ces études randomisées. Mais il garde une place quand même pour les patients qui n'ont pas été pré-traités par un deuxième antiagrégant, et ceux chez qui l'absorption orale est difficile, voire impossible, notamment chez les patients intubés. Il y a les antiglycoprotéines 2B3A, qui sont des puissants antiagrégants plaquettaires, qui n'ont pas montré de bénéfices nets, même en termes de réduction ischémique, et par contre qui sont associés à plus de complications hémorragiques en cas d'utilisation systématique. Et donc son utilisation, c'est vraiment dans les salles de cathétérisme, à l'appréciation du coronarographiste qui fait la procédure. Et l'utilisation peut être soit directement intracoronaire, soit intraveineuse. En termes d'anticoagulation, vous avez le choix avec les héparines non fractionnées, entre 50 et 100 unités kilo. On utilise souvent 70 unités kilo. Et les HBPM, notamment les noxaparines, dont une étude a montré sa supériorité par rapport à l'héparine non fractionnée dans l'angioplastie primaire et pas dans la thrombolyse, avec une réduction des événements principaux, notamment ischémiques, sans surrisque hémorragique. Et enfin, vous avez la bivalérudine, donc qui est une irudine, qui est souvent utilisée dans la thrombopénie induite par l'héparine, qui n'a pas d'impact sur la mortalité, mais qui entraîne une réduction du risque hémorragique au prix d'une majoration des événements ischémiques, notamment de thrombose de stent, qu'on peut réserver sur les patients à très haut risque hémorragique. Et le fondaparinux n'a aucune place dans le SCA ST+. Donc, une fois que le diagnostic est établi, donc, il faut surtout se poser quelle est la stratégie de reperfusion que vous allez adopter entre la thrombolyse, qui est très efficace dans les 2 à 3 premières heures après le début des symptômes, mais qui est pourvoyeuse de 1% d'hémorragie cérébrale et d'autres complications hémorragiques, dont les facteurs prédisposants sont le petit poids, la femme, les sujets âgés et l'hypertension non contrôlée. À l'angioplastie primaire, qui est clairement le traitement de référence dans la prise en charge des SCA ST+, et qui a montré dans les études randomisées une supériorité en termes de mortalité, de réduction des réinfarctus et de réduction des AVC. Donc c'est clairement une stratégie de référence. Donc entre les deux, il faudra se poser 3 questions. Quand a lieu le début des symptômes? Est-ce qu'il y a moins de 12 heures? Quel est le délai entre la prise en charge, le contact médical et le centre d'angioplastie? Est-il supérieur à 2 heures? Et y a-t-il une contre-indication à la thrombolyse? Après ces 3 questions, donc il y a 2 autres qui viennent pour les posologies, c'est l'âge du patient et le poids. Donc là, c'est un petit rappel des contre-indications de la thrombolyse, qu'elles soient absolues ou relatives, qui sont présentes dans tous les camions SAMU. Donc on peut établir un algorithme décisionnel dans la prise en charge du SCA ST+, donc à partir des 3 questions précédentes. Donc si vous répondez oui à chacune des 3 questions, donc vous êtes éligible à la thrombolyse. Donc vous partez sur une thrombolyse, vous ne devez pas donner les nouveaux traitements antiagrégants, le ticagrelor ou le prasugrel. Donc vous êtes donné forcément du clopidogrel comme deuxième antiagrégant plaquettaire en plus de l'aspirine. Et si vous avez moins de 75 ans, vous êtes éligible à une dose de charge de clopidogrel, une pleine dose d'héparine,
et une pleine dose de fibrinolytique. Si vous êtes âgé de plus de 75 ans, vous faites un protocole à demi-dose de thrombolytique, un seul comprimé de clopidogrel et une dose moindre d'HBPM si c'est l'anticoagulant que vous avez choisi. Vous posez la question du succès de la thrombolyse, qui est définie par une sédation de la douleur et une régression du SST de plus de 50%, et ou associé effectivement à un rythme idioventriculaire accéléré, comme on a vu ce matin. Et si vous avez un succès de thrombolyse, vous pouvez aller directement en salle aux soins intensifs pour une coronographie dans les 24 heures. Et si par contre vous êtes un échec de thrombolyse, donc un patient toujours douloureux avec un SUSST important, donc il faut aller directement en salle de coronographie pour une angioplastie de sauvetage. Si vous avez répondu non à une des 3 questions précédentes, donc vous êtes éligible à l'angioplastie primaire. Et donc ça, vous partez pour une dose de charge de nouveau traitement antiagrégant, qui est la référence, donc ticagrelor ou prasugrel, une dose d'anticoagulation pleine dose, telle que sur le protocole, toujours associée à l'aspirine, et vous allez en salle de coronographie. Et avant ces 3 questions, finalement, il y en a une qu'on peut poser d'emblée aux patients, c'est est-il sous anticoagulant au long cours? Si c'est le cas, il faut éviter le protocole de thrombolyse, donc vous êtes éligible à l'angioplastie primaire, vous évitez le nouveau traitement antiagrégant, vous faites une dose de charge de 600 mg de clopidogrel et une pleine dose d'anticoagulation. Il faut toujours rechercher, bien sûr, et traiter les complications pour les urgentistes qui prennent en charge ces patients. Et donc vous avez un tableau résumé des principales complications qu'on peut avoir avec les prises en charge spécifiques de première, deuxième ou de troisième intention. Donc les cas particuliers, il y en a 4. On a commencé à parler du premier, qui est l'anticoagulation au long cours, sur lequel il faut éviter la fibrinolyse, et qui est une contre-indication relative. Il faut privilégier donc les antiagrégants plaquettaires tels que le clopidogrel avec une dose de charge à dose maximale, et éviter les anti-GPI de B3A en salle de coronographie, puisque vous majorez de beaucoup le risque hémorragique, qui est déjà multiplié par 2 ou 3 sans cette utilisation de cette molécule. En cas d'arrêt cardiaque, il faut privilégier l'angioplastie primaire, puisque vous avez une réanimation prolongée, vous avez un massage cardiaque souvent prolongé, donc c'est 2 contre-indications relatives à la thrombolyse. Donc il faut aller directement en salle de coronarographie, et il faut savoir que l'hypothermie thérapeutique diminue l'efficacité des médicaments antiagrégants plaquettaires par voie orale, et donc il y a une place pour les médicaments par voie injectable, notamment le cangrelor dont on a parlé, ou à défaut les glycoprotéines, les anti-glycoprotéines. Et il y a une place pour le ticagrelor orodispersible qu'on peut mettre dans la sonde nasogastrique pour ces patients, donc pour qui la voie orale n'est pas possible. Les insuffisance rénale chroniques sont assez bien représentées dans les SCA-ST+, représentent environ 30% des SCA. Ils ont un pronostic qui est plus sévère, ils font plus de complications ischémiques, ils font plus de complications hémorragiques, et il faut surtout adapter les traitements anticoagulants à la phase aiguë et au long cours. Ceux qui ont une thrombopénie induite à l'héparine, c'est plutôt la bivaluridine, même si c'est un médicament qui est aujourd'hui peu utilisé en France. Et sinon, des fois, on ne fait pas du tout d'héparine. Donc vous avez un algorithme décisionnel, celui qu'on a présenté tout à l'heure, qui est un peu simplifié, qui sera disponible bientôt effectivement sur le site d'école numérique de cardiologie. Donc vous y aurez accès assez facilement. Et dans tous les protocoles, il faut les adapter à chaque région. Donc nous, on a des spécificités régionales, notamment géographiques. On a une surface qui est restreinte, on a beaucoup d'écarts. On a des cirques sur lesquels c'est difficile d'y accéder en voiture, on met en tout cas beaucoup de temps. Et il y a beaucoup d'embouteillages, ça dépend à l'heure à laquelle vous faites votre infarctus. On a aussi 2 centres de coronographie qui sont tous les deux dans le nord, qui utilisent tous les deux l'héparine par procédure, et ça a son intérêt dans le protocole qu'on a choisi. On a des spécificités régionales sur les patients, il y a beaucoup de diabétiques, il y a beaucoup d'insuffisance cardiaque, il y a beaucoup d'insuffisance rénale surtout, donc il faut adapter les posologies de médicaments. Et on a une population avec une coronaropathie sévère, une population qui est plutôt jeune. Donc on a une place résiduelle pour la thrombolyse, et sur lequel, après thrombolyse, il faut toujours maintenir une priorité de transport, parce que des fois, effectivement, le patient qui est thrombolysé, on pense qu'on peut se permettre d'attendre un peu plus longtemps aux soins intensifs ou au déchoc en attendant qu'un transport se libère, mais ça reste une priorité, parce qu'on n'est pas certain que la thrombolyse marche, donc il faut effectivement, c'est un message que je veux faire passer. Et puis on a à disposition, on a la chance d'avoir un hélice-mur qui tourne plutôt bien pour aller récupérer les patients, soit dans les cirques, dans les écarts, ou en cas sur les horaires les plus embouteillés. Et je pense que dans les camions SAMU, il faut aussi privilégier un seul antiagrégant plaquettaire, un seul des nouveaux, parmi le ticagrelor et le prasugrel, et un seul anticoagulant pour simplifier les protocoles. Donc ça, c'est le protocole que vous avez à disposition depuis l'année dernière, qui a été simplifié, donc avec une héparine et le ticagrelor qu'on a choisi. Donc ça, vous avez à disposition, c'est déjà le cas dans les camions SAMU. Donc le choix de l'héparine a été justifié, puisque c'est ce qu'on utilise en salle de coronographie, qu'on a beaucoup d'insuffisance rénale. Le ticagrelor a été justifié, puisque c'est plus simple à utiliser. On a moins de comprimés à donner aussi sur la dose de charge. C'est des choses, en tout cas pratiques, qu'on a considérées dans ce protocole. Et la prise en charge du SCA-ST+ à Mayotte va être complètement différente. Donc à Mayotte, on ferait des HBPM parce que le délai pour recourir à la coronographie est beaucoup plus long. Donc ils ont un protocole un petit peu adapté, qui est assez récent, pour leur prise en charge. On va s'intéresser ensuite au SCA sans plus décalage segment ST, alors qui est une entité beaucoup plus complexe. C'est une entité clinico, électro et biologique, qui est très vaste, avec une hétérogénéité des phénotypes qui est très importante. Ça va du SCA-ST+-like, qui est une urgence absolue, à la troponite, dans un contexte
particulier de souffrance fonctionnelle. Donc c'est pas toujours évident d'homogénéiser les prises en charge. Le mot d'ordre aujourd'hui, en tout cas, c'est de ne pas nuire aux patients. Et il faut éviter de pré-traiter, c'est-à-dire de donner un deuxième antiagrégant plaquettaire dans cette population tant qu'on ne connaît pas l'anatomie coronaire, donc tant qu'on n'a pas fait de coronarographie. En tout cas, systématiquement, il ne faut pas le faire. Mais il y a une place dans la recommandation pour le faire de temps en temps, notamment quand le risque ischémique est élevé, et quand le risque hémorragique ne paraît pas trop élevé, même si la définition du risque hémorragique, à mon avis, est à préciser. Donc le pré-traitement avait un intérêt auparavant, quand vous aviez que le clopidogrel à disposition, qui est une prodrogue avec un délai d'action qui était très long, de plus de 6 heures. Et donc, si vous voulez mettre un stent, et pour éviter que votre stent se bouche, vous pré-traitez les patients à l'avance pour éviter les thromboses de stent. Mais aujourd'hui, on a des nouveaux antiagrégants qui marchent très bien, avec une efficacité dans l'heure qui suivent leur absorption, donc le pré-traitement a moins de sens. Et les études vont dans ce sens, que ce soit le prasugrel, le ticagrelor, ou dans les registres scandinaves, quels que soient les antiagrégants, sur lesquels on n'a pas de bénéfice ischémique, et on a par contre une majoration du risque hémorragique. Donc le match paraît plié en disant qu'il ne faut jamais pré-traiter les gens, mais en fait c'est pas si simple que ça, parce que si on décortique un peu les études, on va en décortiquer que 2, il faut se poser la question, quel est le délai moyen pour accéder à la coronographie et combien de personnes, quel est le pourcentage de patients qui n'ont pas été revascularisés dans ces études. Donc dans la COS, qui était une grosse étude de 4000 patients de SCAS témoins, qui étaient pré-traités par une demi-dose de charge de prasugrel, on se rend compte que 25% des patients de SCAS témoins, pourtant ils étaient sélectionnés pour cette étude, n'ont pas été revascularisés et ont été pré-traités par excès. Et donc c'est sûr que si on pré-traite par excès avec des médicaments anticoagulants, des antiagrégants puissants, on s'expose, on n'a aucun bénéfice en termes de réduction ischémique et on s'expose à un surrisque hémorragique. Et le délai entre la coro et le diagnostic et la coro était de 4 heures, alors qu'on demandait à faire la coronographie à l'époque dans les 48 heures. Donc ils étaient plutôt rapides. Et la dernière étude, qui a comparé le ticagrelor et le prasugrel, effectivement, vous avez toujours 24% de patients qui n'ont pas été revascularisés dans les SCAS témoins et qui ont été pré-traités par excès. Et là, le délai pour accéder à la coronographie est de moins d'1 heure. Donc effectivement, ça va très vite. Et donc ça, c'est pas des études de vraie vie. Ça biaise énormément le message qu'on va faire passer sur le pré-traitement. Si on s'intéresse à l'ensemble des études sur lesquelles le pré-traitement a été négatif, on se rend compte que 25%, entre 25 et 30% des patients n'ont pas de revascularisation. Donc souvent, ce n'est pas des SCA, c'est des souffrances fonctionnelles. En tout cas, on estime qu'il n'y a pas lieu de les revasculariser. Et que le délai pour la coronographie moyen était de 4 heures. Je vais bientôt terminer. Donc ce qui est sûr, c'est que dans les SCAS témoins, il faut surtout aller vite à la coronographie. C'est ce qui permet ensuite de poser le diagnostic et de filtrer les patients et de discuter ensuite de la dose de charge qui peut être faite sur table de coronographie. En tout cas, en termes d'antiagrégant plaquettaire, le prasugrel est supérieur au ticagrelor, qui est supérieur au clopidogrel, mais la dose de charge doit être faite principalement après la coronographie. En termes d'anticoagulation, vous avez à peu près la même chose. Vous avez en plus le Fondaparinux, qui a montré une réduction des événements hémorragiques de 50% par rapport aux HBPM et l'enoxaparine, au prix d'un surplus de thrombose de cathéter, qui nécessite un complément d'héparine en plus. Et en cette étude, c'est plus la vraie vie aujourd'hui, parce que le délai pour accéder à la colonographie était à 2,5 jours, et vous avez que 40% des patients qui n'étaient pas revascularisés, donc je pense que c'est des études assez anciennes, il faudrait les refaire. Donc il y a des arguments pour le pré-traitement, qui sont l'accès rapide, des arguments en défaveur du pré-traitement, c'est l'accès rapide à la coronographie pour voir l'anatomie coronaire, les risques hémorragiques élevés sur lesquels il ne faut probablement pas pré-traiter, tous les diagnostics douteux, les facteurs confondants, les sepsis, les anémies, les tableaux où c'est les troponies sur lesquels il n'y a pas de douleur thoracique, pas de modification électrique, probablement il ne faut pas les pré-traiter. Et les troponines tardives qui sont très peu élevées, effectivement, il ne faut pas les pré-traiter. En faveur, donc c'est les électrodynamiques, des échographies dynamiques, des douleurs persistantes, un accès retardé à la coronographie parce qu'il n'y a pas de place, on n'a pas de transport, il n'y a pas de place aux soins intensifs, ça attendra le lendemain pour un transfert. C'est des choses sur lesquelles, en tout cas, il faut considérer le pré-traitement et il ne faut pas le condamner. Ceux qui sont déjà pontés, effectivement, qui sont à risque ischémique très élevé, eux, ils ne seront pas réopérés, donc probablement qu'il faut les pré-traiter un peu plus. Donc, dans le SCAS témoin, vous avez une stratification du risque, en risque très élevé, donc qui sont en fait des ST+-like, sur lequel vous avez, qui est une urgence coronarographique, il faut les faire dans les 2 heures, donc quasiment comme les ST+, et sur lequel, à mon avis, on n'est pas obligé de pré-traiter si on respecte la durée pour accéder à la salle de coronarographie. Par contre, si on a des délais qui sont beaucoup plus longs que ça, alors que ce sont des patients qui sont à très haut risque ischémique, et à mon avis, il faut discuter du risque hémorragique. S'il est élevé, on fait un traitement like avec de l'aspirine et du Fondaparinux. Et si le risque hémorragique est peu élevé, je pense qu'il faut les pré-traiter avec un deuxième antiagrégant. La même question se pose pour le risque élevé, où l'accès à la coronographie est recommandé dans les 24 heures. Et en cas de risque hémorragique élevé, il faut ne pas les pré-traiter. Ceux qui sont à risque hémorragique non élevé et sur lesquels il y a un accès à la coronographie qui est un peu retardé, il faut se poser la question du pré-traitement. En cas de diagnostic douteux, de troponite, des choses comme ça, je pense qu'il ne faut surtout rien faire une abstention thérapeutique.
On dit dans les recommandations qu'on peut faire de l'aspirine, mais honnêtement, à mon avis, il faut surtout rien faire et bien évaluer le patient, éventuellement par les tests non invasifs. Donc ça, c'est l'algorithme décisionnel que vous aurez peut-être à disposition bientôt sur l'école numérique de cardiologie, qui détaille un peu plus ensuite les diagnostics différentiels et les facteurs confondants. Et en conclusion, donc le diagnostic de SPT+, effectivement, donc c'est un diagnostic préhospitalier, il faut faire le diagnostic et il faut être très rapide dans les transports pour sauver le patient avec le traitement adéquat, et vous avez des protocoles régionaux qui vous aident. Dans le SCAI témoin, les diagnostics sont beaucoup plus compliqués à faire, parce que c'est vraiment un fourre-tout, entre guillemets, mais il faut ne pas pré-traiter aujourd'hui si vous avez une choro rapide, et dans tous les cas, il faut évaluer le risque ischémique et hémorragique de ces patients. Merci. Merci beaucoup Jérôme. Je pense que tes 2 arbres bientôt en ligne vont être fortement consultés partout en France. Est-ce qu'il y a une question, 2 questions? Ouais. C'est bon. Plus à visée didactique, est-ce que tu peux remontrer peut-être la deuxième diapo et nous montrer les ECG équivalents de ST+, peut-être ceux sur lesquels, selon vos expériences de coronarographiste, on doit le plus avoir l'œil. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Une autre question en attendant? Non, ça arrive. Ah, ça passe pas, par contre, on n'a pas l'accès, vous n'avez pas accès au... à l'écran. Ouais. Ah, tu veux... Oui, c'est quoi? Pour revoir les électros? Non, après, c'est pas toujours évident. Quand on a des blocs, en tout cas, quand on a des blocs, des troubles de conduction, enfin, un TRA-VG de base, et voilà, à voir s'il y a un sus-ST en plus, c'est pas toujours évident à savoir. Je pense que l'interrogatoire est très important. Les caractéristiques sémiologiques de la douleur sont toujours très importants. Avoir un électro antérieur, ça aide toujours. Par contre, effectivement, en plus de ça, on peut s'aider de savoir si en plus on a des sus-ST. Et c'est sûr que c'est pas toujours évident. Ce qu'on peut s'aider, c'est effectivement, si le patient est loin, c'est de faxer les électros ou s'envoyer sur les plateformes d'analyse de CG, faire appel à un ami, un cardiologue d'astreinte pour analyser le CG et voir si c'est un argument en plus pour un ST+. Et puis, s'il y a un doute, souvent ça bénéficie au patient. Donc, si on a un doute diagnostique sur une douleur persistante et ce type d'électro, qu'on a du mal à lire, il va souvent en salle de coronographie. Ça nous arrive régulièrement de faire des coronographies blanches sur des blocs gauches, finalement, qui étaient soit préexistants mais pas connus, soit sur des douleurs après qui étaient moins importantes. Voilà, donc, mais souvent, il y a des coronographies par excès sur des ECG difficiles à interpréter. Ouais. Une dernière question. Merci, super topo. C'est pour savoir, Thomas Timon avait fait son mémoire, je crois, sur les délais extra-hospitaliers pour la coronographie, les pourcentages de thrombolyse en fonction de l'origine géographique du patient. Est-ce que ça a été refait? Est-ce que ça a été remis à jour? Est-ce que l'ELISMUR a permis de réduire les délais ou pas? C'est en cours d'étude. Voilà, effectivement, on a 2 tests sur les infarctus actuellement, donc on aura des réponses peut-être pour l'année prochaine. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici. Merci encore Jérôme.